Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire sensationnelle, comme beaucoup d'entre vous les aiment. À un moment donné, l'histoire pourrait vous sembler désagréable et je vous comprendrai. Mais tenez bon, la fin en vaut la peine, je vous le promets, car vous êtes sur ma chaîne où nous étudions des crimes réels et des phénomènes étranges. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Les rencontres en ligne peuvent parfois être un véritable champ de mine. Après tout, quand il s'agit d'inconnus, pouvez-vous vraiment savoir avec qui vous discutez, plaisantez et prévoyez de rencontrer? Une jeune femme nommée Runa a compris que la réponse à cette question était un non catégorique. Runa, une jeune japonaise, est devenue l'année dernière la victime du CAS de catfishing le plus étrange que j'ai jamais rencontré. Le catfishing, pour information, est un type d'escroquerie où une personne crée un compte faux sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, généralement en ciblant une victime précise, souvent dans le but de soutirer de l'argent facilement, afin de compromettre la victime ou de la bouleverser intentionnellement. Cependant, Runa n'était pas du genre à laisser passer une telle situation. Si elle était trompée, elle prenait les choses très au sérieux. Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire très étrange, impliquant des manipulations, des enregistrements de caméras de surveillance, des love hotels japonais et une vengeance personnelle. Sapporo est la plus grande ville de Hokkaido, la préfecture la plus au nord du Japon. Habituellement, les gens viennent ici pour se détendre loin du Tokyo agité, et grâce à un taux de criminalité extrêmement bas, on peut profiter de la ville presque sans souci. Mais si cette affaire nous apprend quelque chose, c'est que même les endroits les plus tranquilles ont leur côté sombre. Asamu et sa femme Oko vivaient ici, à Sapporo. En 1994, ils ont eu une fille qu'ils ont appelée Runa. En grandissant, il a toujours été difficile à Runa de sortir de sa coquille. Et comme les enfants peuvent être cruels, son caractère calme a attiré l'attention des voyous de l'école. Beaucoup de ses pairs se moquaient d'elle quotidiennement et la taquinaient. Pour la plupart, Runa cachait sa colère, mais tout le monde a ses limites. Un jour, après une insulte, elle a poursuivi un camarade de classe avec un cutter, envisageant de le découper en morceaux, mais on a pu l'arrêter. Plus tard, elle est retournée vers le même camarade de classe et lui a dit « Si tu refais ça, je te tue ». Ces mots sont devenus son mantra, celui avec lequel elle vivait depuis lors. La jeune fille montrait son sourire bestial et les autres élèves ne se moquaient plus d'elle. Au contraire, ils l'évitaient complètement, craignant qu'elle ne se vengeât. Cet incident a appris à Rune une chose: il vaut mieux inspirer la terreur soi-même que craindre les autres. Étant donné que ses années de formation se sont déroulées dans la souffrance et l'isolement, Rune est devenue une recluse. Pour des raisons évidentes, il lui était difficile de nouer des amitiés et des relations. Ses parents, Asamu et Oko, ont fait tout leur possible pour soutenir Rune. Ils l'ont retirée de l'école qu'elle détestait tant et lui ont payé le meilleur traitement psychiatrique qu'on puisse acheter. Tout cela dans le but de l'aider à surmonter tous les problèmes qui pourraient survenir. L'un des médecins a suggéré qu'elle pourrait souffrir d'un trouble de la personnalité antisociale. Selon ceux qui connaissaient ses parents, ils se souciaient de leur fille. Son père était un psychiatre renommé et prospère, et il utilisait sa richesse pour couvrir Rune de cadeaux et lui faire sentir qu'elle était aimée. Les deux parents prenaient soin de Rune de la tête aux pieds, satisfaisaient chacun de ses désirs et même suivaient ses règles. En grande partie, Rune était la maîtresse de leur luxueuse maison de 4 étages, une maison qu'elle quittait rarement. Dans certains articles, elle était décrite comme une personne renfermée qui se coupait du monde. En effet, Rune passait ses journées sur Internet, publiant des messages sur les forums, exprimant sa haine envers les hommes. Après tout, à l'école, elle était toujours tourmentée par les garçons, et elle avait transporté ses souvenirs dans sa vie adulte. En 2023, à l'âge de 29 ans, Rune a commencé à essayer de communiquer davantage avec d'autres personnes dans les salons de discussion en ligne. Sur l'un de ces sites, elle a rencontré Tomo, une jeune femme qui cherchait quelqu'un avec qui bavarder. Rune et Tomo sont devenus très amis et ont passé des heures à discuter en ligne de tout et de rien. Finalement,
Elles ont convenu de se rencontrer en personne dans une discothèque du quartier nocturne de Susukino à Sapporo. Mais il y avait un problème. Tomo n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle était en réalité Hiroshi, un homme de 62 ans, qui se faisait passer pour une femme afin de rencontrer et de sortir avec d'autres filles. C'était un secret qu'il gardait pour lui, caché à tout le monde, y compris sa femme et ses enfants. À la fin, Hiroshi avait une réputation à maintenir. Il était un employé consciencieux de l'entreprise et un homme de famille typique, mais secrètement, il passait ses nuits dans les bars et les clubs, convainquant sa femme que son patron organisait des sorties de travail avec ses collègues et que, comme on dit, on ne peut pas refuser son patron, et que son patron ne refusait pas non plus. En réalité, Hiroshi menait une double vie. Son alter ego était Tomo. Et malgré le fait qu'il était plus âgé que le père de Tomo, Hiroshi utilisait du maquillage et différents filtres pour convaincre Runa qu'il était beaucoup plus jeune. Pour clarifier, Hiroshi ne se considérait pas comme une femme. Il aimait simplement s'habiller en Tomo, et il considérait cela davantage comme un passe-temps, mais selon ceux avec qui il sortait souvent et discutait, il sortait dans les rues en tant que Tomo non seulement pour son propre plaisir. Il a également découvert que cela lui conférait un avantage stratégique. Sous l'apparence d'une femme, il était perçu comme moins menaçant et, par conséquent, les gens réduisaient leur vigilance autour de lui, ce qui était important. Les filles étaient plus disposées à lui parler en tête-à-tête. Et parfois, il parvenait même à les attirer dans un hôtel d'amour. Si l'on parle de choses plus sinistres, Hiroshi se voyait souvent interdire de fréquenter les établissements nocturnes pour avoir profité du moment où les filles étaient ivres ou sur le point de perdre conscience. Cependant, il n'a jamais eu à faire face à de graves conséquences pour ses actes. À la fin de mai 2023, Runa et Hiroshi, ou peut-être mieux dire Tomo, se sont rencontrés en personne dans une boîte de nuit. Sur ces photos prises à l'intérieur de l'établissement, on peut voir Runa et Tomo passer du bon temps, se câliner, sourire, danser et sembler très proches. Il est supposé qu'à ce moment-là, Runa ne savait toujours pas que Tomo était en réalité un homme. En fin de compte, il faisait sombre et elle ne parlait que très rarement aux hommes, en dehors de son père. D'ailleurs, Asamu était également au club ce soir-là, étant donné qu'elle sortait rarement de la maison et ne parlait pas aux étrangers. Il est probable que Runa lui ait demandé de venir pour un soutien moral. Mais apparemment, elle lui a également demandé de ne pas intervenir, car sur les photos prises dans le club ce soir-là, on le voit errer seul, ne quittant pas des yeux sa fille. Quelques heures plus tard, Runa a quitté l'établissement avec son père, mais est resté en contact avec Hiroshi sur Internet. Il a même envoyé un message à ses amis, disant qu'il avait rencontré une fille formidable et qu'ils semblaient maintenant sortir ensemble. Lors de leur deuxième rendez-vous à la mi-juin, Hiroshi a invité Runa à dîner et ce qui s'est exactement passé ce soir-là est inconnu. Selon certaines informations, Hiroshi aurait forcé Runa à avoir des relations sexuelles lorsqu'ils étaient seuls. D'autres affirment qu'en plus de cela, il a filmé tout le processus sur son téléphone. Certains disent qu'il a simplement montré qu'il était vraiment un homme et lui a avoué son amour. Nous savons seulement que Runa a découvert la véritable identité d'Hiroshi cette nuit-là, puis est rentrée chez elle et a raconté tout cela à ses parents avec mécontentement et même colère. Le père a contacté directement Hiroshi et lui a dit de rester loin de sa fille et de ne plus jamais lui écrire. Hiroshi a accepté, mais à condition qu'Asamu ne contacte pas la police, peut-être pensant qu'il s'en tirerait simplement avec un avertissement. Asamu a accepté à contre-cœur. Incroyablement, à peine un mois plus tard, l'homme a enfreint les termes de l'accord et a écrit à Runa, lui demandant un troisième rendez-vous. Et ce qui est encore plus incroyable, Runa a accepté, mais c'était parce que ce n'était pas la romance qui était dans son esprit, mais la vengeance. Le 1er juillet, lors de leur troisième et dernière rencontre, Hiroshi, déguisé en Tomo, a été vu entrant dans un hôtel d'amour avec une jeune femme vêtue de blanc, portant un large chapeau à bords larges et un masque sur le visage, apparemment essayant de cacher son identité. De telles dissimulations ne sont pas inhabituelles pour les personnes réservant des chambres dans les love hotels japonais où les chambres sont louées à l'heure
et où beaucoup viennent pour tromper leur partenaire ou se livrer à des intrigues aléatoires. Dans ces établissements sophistiqués, l'anonymat et la prudence sont les conditions principales du jeu. Les chambres sont souvent insonorisées, sans fenêtres, et le règlement en espèces peut généralement se faire par une petite ouverture, de sorte que même le personnel ne voit pas votre visage. Hiroshi avait réservé une chambre, également connue sous le nom de chambre rose. En entrant dans la chambre, Hiroshi se dirigea vers la salle de bain pour se rafraîchir avant de passer à l'action. Alors qu'il se tenait devant le miroir, dos à la porte de la salle de bain, Runa s'approcha de lui par derrière, avec une caméra vidéo dans une main et une lame tranchante dans l'autre. Elle entreprit de lui ôter la vie, tout en réalisant son propre film. Saisissant Hiroshi par derrière, Runa lui asséna plusieurs coups de lame. À en juger par l'absence de traces de lutte sur ses mains et ses poignets, l'attaque s'est terminée rapidement, et Hiroshi est probablement mort sans même avoir compris ce qui se passait. Ensuite, Runa prit une scie à main et une série de lames différentes qu'elle avait apportées avec elle, et elle lui coupa la tête en enfilant un manteau préparé à l'avance pour éviter les éclaboussures. Ensuite, elle appela la réception depuis le téléphone installé dans la chambre d'hôtel et signala qu'un des clients qui s'était enregistré partait déjà, tandis que l'autre prévoyait de rester pour la nuit. Ensuite, elle quitta les lieux de l'incident, emportant avec elle le téléphone, le portefeuille, les vêtements et tout ce qui aurait pu servir à identifier Hiroshi, y compris sa tête. Sur ces images prises vers 2 heures du matin à la sortie de l'hôtel, on voit Rune, déguisée et transportant ses affaires dans une valise et un sac à dos préparé, sortant seule de l'hôtel. Son père Asamu est arrivé dans sa voiture et l'a aidé à fuir la scène du crime. Il s'est avéré que Rune avait dit à ses parents que Hiroshi l'avait invité à un 3e rendez-vous. Ensemble, ils ont planifié le meurtre parfait. Asamu était toujours médecin et connaissait l'anatomie humaine. En plus, il travaillait à l'hôpital et a donné des instructions à sa fille sur la façon de retirer la tête d'Hiroshi, qu'elle devait emporter avec toutes ses affaires. Pour éviter qu'il ne soit identifié le jour du crime, il a acheté une scie, un sac à dos et une valise à Rune, ainsi qu'une perruque blonde. Pendant ce temps, la mère de la fille devait attendre à la maison qu'Asamu ait terminé. Ensuite, Rune et son père sont retournés chez eux, situés à 10 km du lieu du crime. Là, ils ont remis à la mère un paquet contenant la tête d'Hiroshi. Elle l'a mise dans un bac avec de la glace qu'ils ont laissé dans la salle de bain. Satisfaite que ses parents nettoient après elle comme d'habitude, Rune prit la voiture de son père, retourna à Susukino et s'amusa jusqu'au matin dans ce même club où elle avait rencontré Hiroshi pour la première fois. Il est fort probable que cela ait été une tentative de se créer un alibi. Osamu est retourné au travail le lendemain et a agi comme si de rien n'était. Selon tous ses collègues, Osamu était de bonne humeur et continuait à travailler comme d'habitude. Du moins en apparence, il semblait calme et il n'y avait aucun signe que la tête humaine se trouvait chez lui. La mère, en revanche, était moins remarquable et peu loquace. Le 2 juillet, elle a raconté aux membres de sa famille ce qui s'était passé, expliquant qu'elle ne s'attendait même pas à ce que Runa le fasse réellement. Vers le même moment, le personnel de l'hôtel est venu vérifier le client de la chambre rose qui ne s'était pas check-out à l'heure prévue. En entrant dans la chambre, ils ont remarqué que le lit était fait et n'avait pas été utilisé, et une odeur désagréable émanait de la salle de bain. En entrant, ils ont découvert Hiroshi dans une position contorsionnée. Ils ont essayé de l'appeler, mais n'ont reçu aucune réponse. Ce n'est qu'en examinant de plus près qu'ils ont réalisé qu'il lui manquait la tête. Des enquêteurs ont été appelés et ont fouillé la chambre à la recherche de preuves, mais ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale sur les lieux. Bientôt, le corps a été identifié comme celui de Hiroshi Una, un homme de famille apparemment disparu. L'examen de son ordinateur a conduit la police au principal suspect, Runa Tamura, la seule personne avec qui il prévoyait de se rencontrer cette nuit-là. Les policiers sont arrivés chez les Tamura le 25 juillet, 3 semaines après l'incident. Ils ont pris la famille Tamura par surprise. Selon les enquêteurs,
La famille semblait être des collectionneurs compulsifs, car il y avait très peu d'espace dans la maison, avec des piles de boîtes dans chaque pièce et des objets éparpillés à chaque coin. Ils ont commencé à examiner la scène du crime tout en nettoyant la maison, mettant la plupart des objets dans des sacs poubelles pour pouvoir trier tout cela plus tard. Après un certain temps, ils ont réussi à retrouver toutes les affaires manquantes de Hiroshi, y compris son téléphone portable qui était cassé, ce qui a probablement conduit à la suppression de preuves ou à la destruction de toute vidéo que Hiroshi aurait pu enregistrer. Ils ont également retrouvé sa tête, encore couverte de glace dans la salle de bain de la famille. Après 3 semaines, elle était en mauvais état et certaines parties de la peau de la tête étaient écorchées. Les détectives ont également saisi des enregistrements vidéo pris avant et après le meurtre, bien qu'ils n'aient pas été rendus publics. Sur l'une d'entre elles, tournée dans la maison familiale, on voit des mains gantées, présumées appartenir à Runa, manipulant le cou et la tête d'Hiroshi, car les 2 mains sont visibles dans la vidéo et l'angle de la caméra change. On suppose qu'un des parents de Runa a filmé cela. Par la suite, il a été découvert que, après le meurtre mais avant que les médias n'en parlent, les 3 membres de la famille ont effectué une recherche sur Google concernant un meurtre à Susukino. La collection de couteaux de Runa, composée de plus de 20 lames différentes, a également été saisie. Initialement, les 3 membres de la famille ont été placés en détention pour la tête trouvée dans la baignoire. Cependant, le 14 août, des accusations de meurtre au premier degré ont également été portées contre eux. Après son arrestation, Runa a déclaré aux enquêteurs qu'elle hébergeait plusieurs personnalités. L'une d'elles a commis le crime, et que son père l'a incité à dire cela. Runa et ses parents ont subi une expertise psychiatrique pour déterminer s'ils étaient responsables du meurtre de Hiroshi. En fin de compte, le parquet a jugé que les suspects pouvaient être tenus pénalement responsables, mais ils n'ont pas précisé si la famille Tamura avait reconnu ou nié sa culpabilité dans l'incident. Bien que je pense que tout soit clair, la réaction à cet incident sur Internet a été mitigée. Certains affirment que le meurtre délibéré ne peut jamais être justifié, mais j'ai le sentiment d'avoir vu plus de gens compatissants envers Rune et ses parents. Ils soutiennent que sa vengeance était justifiée et qu'Asamu et Oko ne faisaient que veiller aux intérêts de leur fille, prenant la justice entre leurs mains, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Bien que Hiroshi ait agi de manière inappropriée et se soit imposé aux femmes. Dans ce cas, il n'y a aucune preuve concrète qu'il ait fait autre chose que de tromper Rune sur son sexe. Alors, est-ce que Hiroshi et Rune se sont vraiment disputés parce qu'il l'a trompée, ou avait-elle une autre raison de vouloir lui ôter la vie? Quoi qu'il en soit, c'est une histoire extrêmement étrange que je voulais partager avec vous aujourd'hui et connaître votre avis.